Bonjour à tous et bienvenue dans ce 27e talk par Be My Desk. Pour commencer, je vous présente mes plus plates excuses pour ce petit problème technique qui nous a obligés donc à changer de lien YouTube. Mais je vois que vous êtes tous de retour, donc c'est super. On vous remercie pour votre compréhension et votre patience. Sans plus attendre, donc je vous présente notre invité du jour. Nous avons la chance de recevoir Marc Giget. Bonjour Monsieur Giget. Bonjour, bonjour à tous. Monsieur Giget, vous êtes expert en innovation, vous êtes membre de l'Académie des technologies et vous présidez le Club de Paris des directeurs de l'innovation. Tout à fait. Aujourd'hui, donc, vous allez nous parler des grands axes d'innovation qu'il va falloir mettre en place pour faciliter la sortie de la crise du Covid-19. Oui, tout à fait. C'est le résultat d'un gros travail que nous venons de finaliser. Ben dans ce cas, si tout est bon, je pense que oui, cette fois la technique est avec nous. Je vous laisse donc la parole pour évoquer ce sujet. Bien, écoutez, merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous. Donc oui, je vais vous parler des axes d'innovation qu'il faut privilégier pour faciliter la sortie de crise. Alors j'ai mis un petit schéma qui montre une tendance lourde comme ça, qui monte avec des futurs possibles, des alternatives, et l'impact qu'il y a eu d'une crise violentissime. On a tout arrêté et on est en période de résilience pour revenir à une situation plus normale. Alors je vous parlerai de deux choses. Dans la dynamique d'innovation, il y a des tendances lourdes, ce qu'on appelle des mégatrends, qui n'ont évidemment pas disparu. La pollution, c'est Monsieur pas... Giget, pardon de vous couper. Vous devriez Excusez-moi, masquer j'oubliais. ma tête pour Parfait, pas masquer excusez-moi. votre support. Voilà, parfait, merci. Oui, donc il y a des méga-trends qui n'ont pas disparu. La pollution a continué, le réchauffement, etc., même s'il y a une petite pause parce qu'on a mis moins de CO2, la population. Donc il y a des tendances qui sont toujours là, donc on les a réévaluées toutes en analyse globale et avec les entreprises leaders. Je ne vais pas les développer, je les évoque juste, hein, parce qu'il y a des choses qui sont bien sûr permanentes. Et il y a des éléments nouveaux introduits par la crise du coronavirus. Donc, j'évoque les tendances lourdes, mais je ne les développe pas. Hein, si vous vouliez les analyser, elles sont de toute façon mises sur le web, vous pourriez voir la suite. Alors, 5 tendances lourdes, 5 grandes transitions et 8 risques majeurs, donc je les répète juste. Hein, mégatrends, croissance et redistribution de la population mondiale, c'est très important. L'urbanisation qui s'est accélérée, possibilité d'un petit frein suite au coronavirus pour aller plus vers la campagne, mais ce n'est pas encore confirmé. Un réchauffement climatique, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous êtes au courant. Globalisation, qui là aussi est en partie remise en cause par une partie des acteurs, mais là encore, ce n'est pas aussi simple. On va revenir dessus quand on analysera les stratégies. Et puis, évolution des technologies, donc plusieurs grandes transitions technologiques en cours qui normalement apportent des solutions aux problèmes qu'on rencontre. Grande transition, hein, alors transition écologique, hein, qui est en cours, transition énergétique qui est assez directement liée à la transition écologique, donc passage à l'électrique, etc. Donc c'est toujours là. Transition digitale qui s'est trouvée extrêmement accélérée pendant la période de confinement, on reviendra dessus. Transition économique, c'est-à-dire arriver à fournir des choses pour des gens moins riches qu'on ne l'anticipait. Il y a pas mal de gens qui perdent leur travail ou qui ont des difficultés, donc il faut répondre à leurs besoins. Et ce qu'on appelle la transition humaniste, aller vers une société où l'homme a plus d'importance par rapport à la technologie que ça n'a été dans le cas précédent. On ne parlait que de la tech. Donc ça, pour les analyser, il faudrait passer 1 heure. Ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui, mais je rappelle que ça structure les aspects d'innovation. D'ailleurs, par rapport à ces grandes mégatrends, l'impact de la pandémie, ça joue surtout plus ou moins accélérateur plutôt que ça ne change la donne. Je mets ce qu'a déclaré le PDG de Danone il y a une semaine. Hein, il dit qu'il faut une économie résiliente avec le Covid. Elle doit être fonctionnelle, circulaire, numérisée et bien entendu plus inclusive. Alors, on voit les grands éléments, mais c'était exactement ce que disait le PDG de Danone avant.
le coronavirus, qui était déjà très engagé sur les entreprises à mission, etc. Et donc, à ce niveau-là, on est sur des grands fondamentaux qui n'ont pas tant changé que ça en 8 semaines, si vous voulez. Par ailleurs, il y a des risques majeurs. Alors, il y en a qui se sont accrus. Le risque de pandémie qui avait été évoqué, qui était mis en 3e position globale, mondiale, mais qui est en cours. La crise financière qui n'est pas réglée. Il y a toujours une inquiétude sur le retour de la crise financière. Cybercriminalité, il faut savoir qu'elle est explosive actuellement. C'est un autre type de virus, virus informatique. C'est dès aujourd'hui déjà presque aussi important que la pandémie. Il faut réagir. Protectionnisme exacerbé, le risque que les pays se replient chacun sur eux. Risque de décroissance, donc de stagnation, de non-reprise de l'activité à un niveau suffisant. Le risque de perte des valeurs communes, c'est-à-dire des affrontements entre communautés, fragmentation de la société qu'on appelle, et risque de conflit, terrorisme qui existe toujours, il y a toujours un risque terroriste. Donc voilà, des grandes tendances, des grandes transitions et des risques majeurs, je les évoque parce qu'ils sont importants, mais je ne les développe pas. Alors avant de rentrer dans les stratégies de sortie de crise, il faut rappeler que pendant le maximum de la crise sanitaire, les entreprises ont été extrêmement réactives. Ça a même surpris l'État. Macron a dit qu'il avait été surpris. Des entreprises comme Decathlon ont coopéré avec Safran, avec BIC. LVMH a fait des gels chargeurs et monté au créneau sur les masques. Michelin, des entreprises ont coopéré, Schneider, Valeo, PSA, etc. Ça a été assez brillant. Il y a des centaines d'innovations, un petit peu comme on dit, économie de guerre. Il y avait crise majeure au niveau sanitaire, donc tout le monde a fait, dans la mesure du possible, ce qu'il pouvait. Et donc ça, je dirais, ça permet de découvrir que les entreprises n'étaient pas inertes et qu'elles prenaient l'initiative avant même qu'on leur demande. Aujourd'hui, on est dans un cas un peu différent. Si je fais un simple schéma, j'ai mis monde d'avant, monde d'après, même si ce n'est pas mon vocabulaire, mais c'est comme ça que les gens parlent. Donc il y a une crise violente. On a tout arrêté d'un coup, on n'avait jamais connu ça. Donc arrêt immédiat. Là, on est dans une période où par rapport à cet arrêt, on essaie de redévelopper l'activité pour arriver après dans la suite. La période la plus délicate, c'est la période actuelle, parce qu'il n'y a pas d'un seul coup un après. Il faut d'abord augmenter l'activité. Et vous voyez, c'est pas une courbe, ça peut s'arrêter, repartir, une deuxième vague, reconfinement. Non, c'est une période extrêmement délicate qui peut durer assez longtemps pour certains secteurs. Il y en a, ça prendra 6 mois. Il y en a, ça prendra 4 ou 5 ans pour retrouver une activité nominale. Et ensuite, le monde continuera sa course. Donc, c'est une reprise fragile. Et l'expérience, quand on étudie les crises précédentes depuis longtemps, montre que c'est justement les innovations que l'on fait qui permettent de sortir de la crise. Il faut faire des choses qui permettent de sortir de la crise, reprendre l'avion sans risque pour le coronavirus, remettre en activité des secteurs. Et donc, ça nécessite de multiples innovations, des propositions nouvelles qui permettent de sortir de la crise. On a analysé beaucoup la crise de 29. Il y a eu des innovations radicales qui ont permis de sortir de la crise de 29. Donc, l'enjeu actuel, il est cette période-là, de repartir dans l'activité, ce qui n'est pas garanti. Alors ici, je vous mets un schéma, je ne vais pas le développer. C'est une analyse mondiale que l'on a fait avec les plus grands groupes et les entreprises les plus dynamiques au monde sur les grands axes d'innovation, point avant la crise, juste avant, horizon 2030, et on les a réévalués complètement à la mi-mai pour voir de quelle façon chacune d'elles était impactée ou non par la crise actuelle du coronavirus, et donc c'est ce que je vais vous présenter avec une image par sujet, plus des nouveaux axes spécifiques à la période de résilience. C'est-à-dire qu'il est arrivé des nouvelles contraintes et donc des nouveaux axes d'innovation qui sont directement liés et uniquement à cette période de déconfinement suite au coronavirus. Donc je vais balayer chacune de ces axes stratégiques qui avait été validé par les entreprises les plus performantes au monde. On avait enquêté sur 250. Et on va voir donc les axes stratégiques d'innovation des leaders et la façon dont ils sont affectés. Alors, juste avant de rentrer dans cela, il faut savoir que la situation est très différente selon les entreprises. Aujourd'hui, environ 20% des entreprises ont une activité qui a eu forte croissance pendant le confinement. Les gens qui font du jeu vidéo, des services informatiques, de la vente en ligne comme Amazon, des choses de cette nature, un peu de gens de la santé en partie, mais la majorité des entreprises ont connu une forte baisse de leur activité, dont certaines quasiment un arrêt total comme on a pour les cafés, restaurants ou la réaculture. Et donc, toutes les situations ne sont pas identiques, et donc il faut bien évidemment
se reporter sur son secteur, ses produits, ses services, son entreprise, ses clients. La sortie de crise ne sera pas la même pour l'aéronautique, l'automobile, l'art et les spectacles ou le tourisme. Hein. Donc là, je vais parler de choses globales. Donc là, j'aborde les grands axes stratégiques des leaders au niveau de l'innovation à horizon 2020-2030, d'aujourd'hui pour la décennie à venir, et l'impact de ça. Alors, stratégie intégrée, maintenant, ça fait quelques années où les leaders ont intégré leur stratégie d'innovation, c'est-à-dire que c'est une vocation de toutes les directions autour du comité de direction, hein, avec tendance à la fusion innovation et stratégie. Qu'apporte la crise du coronavirus? Ben, la plupart des directions générales sont passées en fonctionnement de crise, cellule de crise, hein, CODIR ramassé, permanent, qui est en pleine activité par rapport à ses partenaires, l'État, ses partenaires internes, et donc fonctionnement en cellule de crise qui devrait durer encore un certain temps. C'est pratique, ça permet de prendre des décisions rapides, donc beaucoup d'entreprises vont garder cette mode de fonctionnement rapide dans la période de transition. Pour les gens qui veulent faire de l'innovation, les labs, tous ceux qui sont en inno, l'alignement stratégique est impératif et en temps réel, c'est-à-dire qu'on reconfigure régulièrement. Donc il y a besoin de bien connaître les actes stratégiques clés de l'entreprise, sur ce sur quoi elle veut se battre, pour réaligner en temps réel les stratégies d'innovation. Une bonne connexion à la cellule de crise, généralement les directions d'innovation sont dans la cellule de crise. Si elles n'y sont pas, elles doivent, via la direction qui les pilote, avoir le contact direct pour pouvoir intégrer dans leur projet d'innovation les objectifs stratégiques de l'entreprise et à l'inverse renvoyer vers la cellule de crise ou la task force leurs propositions. Et l'objectif, c'est le montage de projets. Beaucoup de projets sont montés en interne de type problem solving, hein, pour régler rapidement, faire sauter les blocages à la reprise d'activité en fait. Hein, ça oblige souvent de la coopération, notamment sur la supply chain, sur la distribution, des co-branding, coopération avec les organismes technologiques. Donc on a une gestion plus stratégique de l'innovation par les groupes. Innovation globale, alors il y a beaucoup de critiques de la globalisation, mais je rappelle juste, la France, c'est 0,7% de la population mondiale, c'est-à-dire que 99,3% des gens sont ailleurs, et on a les sociétés les plus multinationalisées au monde après les GAFA. Hein, la Bourse de Paris la plus multinationalisée. Donc nos entreprises sont hyper spécialisées et mondiales. Airbus vend des avions partout, évidemment, L'Oréal vend des produits partout, et donc c'est une évolution dans la globalisation, et certainement pas la fin. C'est enlever tout ce qui était négatif d'une certaine façon dans la globalisation et trouver des nouveaux accords. Donc, réorganisation et sécurisation de certaines supply chains. On a eu des dépendances trop fortes dans des secteurs stratégiques, donc il va y avoir des recadrages français et européens sur des secteurs stratégiques, c'est-à-dire essentiellement santé, un petit peu dans l'agriculture et beaucoup dans le digital. On a été en situation de dépendance extrême. Développement et approfondissement de ce qu'on appelle le made with, c'est-à-dire le made in France, made in USA, made in ça, est ressenti comme une agression. Je conçois, j'exporte, et donc on dit ça détruit les emplois chez nous, à quelque chose qui est plus de travailler ensemble. On coopère, on a des usines de chaque côté, etc. Hein, comme fait Airbus avec des usines en Chine, aux États-Unis et aussi en Europe, évidemment, ou fait ce que fait SEB, etc. Donc là, approfondissement du développement du made with, c'est-à-dire de l'échange équilibré, respectueux de ceux qui sont en face, notamment avec les pays émergents. Et un élément important dans l'innovation globale qui prend toute la Terre, c'est le retour de la dimension européenne. Les nations, c'est trop petit. Dans le monde, il peut y avoir des frictions avec la Chine, les États-Unis, l'Inde qui est très nationaliste actuellement. Et donc, reprise en considération du grand marché européen, qui est le principal du monde, pour des montages. Et notamment, la plupart des plans de relance seront européens. Et donc, il y a des entreprises qui sont un peu faibles sur la dimension européenne. Il faut se préparer, notamment pour gagner les appels d'offres des multiples plans de relance qui arrivent et sur lesquels il faut se positionner. Innovation totale, alors ça c'est un axe clé, c'est-à-dire coopération de tous les membres de l'entreprise dans l'innovation, tous ensemble, hein, recueil des idées de tout le monde, dynamique des projets internes et développement des équipes autonomes, c'est-à-dire laisser les gens dans l'entreprise concevoir leurs projets. Alors ça a démarré il y a déjà quelques années. Alors là, la crise, c'est l'occasion de la généralisation des équipes autonomes. Les cellules de crise, les task force, les CODIR multiplient les équipes
Chaque fois qu'il y a un problème, on met une équipe dédiée pour qu'elle le résolve assez rapidement. Donc, c'est la grande période de déploiement des équipes autonomes avec une approche qui est extrêmement opérationnelle, puisqu'on veut sortir de la crise actuelle. Donc, il faut débloquer rapidement. On parle des blocages et donc opérationnalité, test, validation, passage à l'acte. Et donc, un pilotage beaucoup plus proche de la supply chain pour être capable de fournir et beaucoup plus proche des opérationnels. On est moins dans la réflexion très long terme ou faire des choses très amont, faire des POC ou des MVP ou des choses de cette nature. Donc, approche extrêmement opérationnelle. D'autant que pendant la période de crise aiguë sanitaire, on a vu que toutes les innovations qu'on a vues, là, des masques, des choses comme ça, sont venues généralement des opérationnels. Des gens de la production, des gens de la distribution, des gens en contact client. Et donc, vision plus opérationnelle pour mouiller les gens de la production, voire pilotage par les opérationnels. Quatrième point, ce qu'on appelle l'innovation humaniste. Dans un monde très techno difficile, l'innovation humaniste, c'est satisfaire les ressentis humains les plus élevés. Alors là, c'est pareil, c'est pas une nouveauté. On a un glissement humaniste qui a démarré maintenant il y a plus d'une dizaine d'années pour ne pas se contenter de fournir le marché ou la demande, mais d'aller dans les besoins réels des gens, dans leurs attentes profondes, dans leurs souhaits, dans leurs envies, leurs idéaux, leurs rêves, leurs désirs. Chaque fois qu'on monte d'un cran, ça augmente la valeur. Ça, c'est un ressenti, approche plus human-centrique que technocentrique. L'arrivée du Covid, alors comme toutes les grandes épidémies dans l'histoire, comme tout le monde peut être malade, ça fait prendre conscience de l'universalité de la condition humaine, et donc on a une période un peu plus fraternelle en fait. Il faut faire attention, ça dure généralement pas très longtemps, une fois que ça va mieux, on oublie un peu cette dimension-là, mais actuellement on a donc une approche plus anthropologique de l'innovation. Est-ce que c'est vraiment utile aux gens? Est-ce que ça améliore leur vie? Etc. Et qui aille nettement au-delà du design thinking, du parcours utilisateur ou de la data, qui sont des capteurs extrêmement pauvres des ressentis profonds des individus. Ça nécessite de les rencontrer, ça ne pas faire du human washing comme on a eu du green washing, être plus dans la proximité, l'écoute, le dialogue, dans son activité. Est-ce que notre activité améliore réellement la vie des gens? Là, il reste du boulot à faire, surtout en France, qui est connue dans le monde pour son approche extrêmement techno, French tech surtout, mais jamais humaniste, alors qu'avant, elle avait une image humaniste. Donc là, ça confirme cette évolution. Innovation inclusive, c'est que tout le monde ait droit à l'innovation. On considère que seules les innovations inclusives sont des grandes innovations. Accès de tous à l'eau potable, accès de tous à l'électricité, accès de tous à la vaccination, accès de tous à l'éducation, si vous voulez. Donc là, l'impact qu'on a avec un appauvrissement des gens lié à la crise, le développement d'une offre accessible à tous, donc inclusive, est un impératif. On appelle ça au niveau international, sous l'influence indienne, innovation triple A, available, accessible, affordable, qui soit réellement disponible pour tous, pas cher. Alors il faut là travailler sur les entrées de gamme. Plusieurs entreprises s'aperçoivent qu'elles ont des entrées de gamme qui ne vont pas assez loin, donc qu'ils soient plus compétitives, plus simples. Regardez les constructeurs auto qui repositionnent des véhicules électriques, essayer d'aller dans les 15 000 euros, voire moins. Parce que le risque que l'on a en sortie de crise, c'est qu'on a un encombrement de l'offre premium. Comme les entreprises ont perdu de l'argent, elles sont en difficulté, elles ont tendance à revenir avec des produits trop chers ou qui visent le haut de gamme. Résultat, ils se trouvent à 15 sur le haut de gamme qui fait 15% du marché et difficilement capable de fournir l'entrée de gamme sur lequel va se faire la différence. Pour mémoire, des entreprises leaders mondiales comme Microsoft, IBM, Airbus, McDo sont nées en ayant une entrée de gamme révolutionnaire à leur époque dans un contexte de crise. Développement durable, alors c'est un peu la tarte à la crème, tout le monde dit ben oui, si on reprend, il faut que ce soit plus durable. Alors là encore, c'est pas vraiment nouveau puisque des centaines de milliards d'investissements ont été mis dans le développement de produits plus durables. Je citais l'automobile, mais 2020 voit l'arrivée d'une soixantaine de véhicules électriques donc chez tous les constructeurs qui ont nécessité des investissements très lourds depuis les 10 ans, mais surtout 5 ans, et qui ont du mal à se vendre parce qu'elles sont relativement chères, elles ne sont encore pas totalement efficaces. Donc effectivement, il y a cette dimension écologique. Là, pour sortir de la crise,
c'est difficile de faire autre chose. Il faut plusieurs années pour développer un produit écologique plus qu'il n'est, alors qu'on en a déjà plein qu'il est nécessaire de vendre. Donc là, on cible plutôt sur des innovations écologiques rapides. On enlève ce qui est un peu inutile dans des produits pour casser le prix. On les rend un peu plus écologiques, un peu mieux au niveau des coûts. Donc, il y a beaucoup d'innovations, d'adaptation pour que dans sa gamme, on nettoie un peu la gamme pour qu'elle soit plus compatible actuellement. Et sur le plus court moyen terme, développement de plateformes plus performantes d'entrée de gamme, où on a un bon triptyque coût, écologie, performance, et sur lequel on pourra reconstituer une gamme ultérieure plus écologique. Mais dans l'immédiat, il faut redémarrer avec les choses que l'on a en production. Et je vous dis, on a des produits qu'on a encore très très peu vendus, qui sont très écologiques. Et donc, c'est surtout un changement de ce qui se vend dans la gamme. Design Together, c'est une tendance lourde qu'on observe depuis des années, d'associer les utilisateurs à la définition des nouveaux produits. Alors, la co-conception avec les utilisateurs, ce qu'on appelle conçu par des pour des, conçu par des agriculteurs pour des agriculteurs, par des musiciens pour des musiciens, par des sages-femmes pour des sages-femmes, par des médecins pour des médecins, etc. Ça se répand partout. C'est efficace parce que les gens définissent ce dont ils ont réellement besoin, et donc ça donne des produits assez compétitifs puisqu'ils collent aux attentes des gens. Donc, la co-conception avec les utilisateurs, c'est une évolution de fond. Elle n'est pas remise en cause par la crise actuelle. Ce qui est un petit peu difficile en ce moment, c'est d'optimiser les partenariats pour le faire. On sent qu'il y a une nécessité d'aller plus loin vers le monde associatif, aussi vers des regroupements d'utilisateurs et des groupes de consommateurs émergents, correspondant à ce qui est attendu en sortie de crise. Donc, il faut juste être sûr qu'on coopère bien avec les gens qui sont porteurs de la demande actuelle et pas ceux qui nous arrangent, toujours. Et puis, accélération de la transition digitale. Alors, si un domaine qui a été impacté de façon considérable par la crise, c'est bien tout ce qu'on appelle solutions numériques. Encore que ce n'est pas toujours des solutions, c'est parfois des problèmes. Donc, télétravail, n'oublions pas que 58% de toute la population de la Terre a été au maximum, c'est-à-dire début avril, a été confinée, qu'elle devait trouver une façon de travailler à distance. Comme la dame, là, dans sa cuisine. Si vous voulez. Les services en ligne qui ont explosé sur ces périodes, je donne un exemple. Teams de Microsoft a été multiplié par 1000 au niveau de son utilisation, pour donner des idées. Le e-commerce, qui évidemment, comme tous les commerces physiques étaient fermés, a envahi le terrain. Alors, il faut faire attention, c'est une accélération sans précédent dans un contexte de crise. Dans la suite, ça va pas être comme avant, mais ça va pas être comme pendant non plus, parce qu'on commence juste à avoir le retour de ce qu'il en est. Donc, dans tous ces aspects de solutions digitales, les solutions qui vont être durables doivent être évaluées, redéfinies, démontrées avec les gens concernés, parce que juste avant la crise, il y avait des retours assez médiocres des transitions digitales que la majorité des entreprises, estimant n'ayant pas répondu à leurs attentes réelles. Et donc là, il faut vraiment se prendre par activité, par secteur, par domaine, de voir ce que l'on fera en ligne, ce que l'on ne fera pas en ligne, et l'harmonisation entre le numérique et le monde réel. Là, il y a beaucoup de chantiers à faire suite à cette expérience du confinement. Il ne faut pas croire que c'est réglé, il y a beaucoup à faire à ce niveau-là pour être efficace. Alors, par rapport à ces grands actes, il y a 3 problèmes particuliers qui sont liés à la crise actuelle de la façon dont on a géré le Covid-19. Alors l'État intervient d'une façon incroyablement violente, puisqu'il interdit des activités, il autorise pas, il met des indemnisations, etc. Donc on arrive dans une période d'économie dirigée qu'on n'avait pas connue depuis très très longtemps, en partie d'économie planifiée. Alors le risque qu'il y a pour les entreprises, c'est que là, elles se trouvent face avec... elles ne peuvent pas agir librement, elles ne savent pas si elles auront le droit d'ouvrir ou de fermer, s'il y a d'autres choses. Le risque, c'est l'attentisme. On attend de savoir ce qu'on va pouvoir faire, alors que l'État, nous on travaille aussi avec l'État sur comment il prépare ses actions, lui, il attend que les entreprises reprennent rapidement l'initiative et sortent de la crise par l'innovation, c'est leur métier. Et donc, il y a une coopération nécessaire entre des structures publiques
Et puis au niveau européen, au niveau national, alors il y a une interface via les fédérations professionnelles, il faut aussi le contact avec les administrations de tutelle. C'est pas simple parce qu'il faut tenir compte de ce contexte global. Évidemment, respecter les règles, fussent-elles provisoires, voir ce à quoi on a droit pour en sortir, mais il faut aussi pour autant définir sa propre voie d'innovation. Ce qui ajoute un acteur clé, compliqué, qui change souvent d'avis, qui est l'État. Donc optimisation de l'innovation en intégrant la période d'économie dirigée. En essayant d'anticiper les actions de l'État, il faut être proche des gens qui préparent les décisions, hein, notamment sur les plans de relance. Alors, une des autres aspects, en sortie de crise, il y a le problème du redémarrage de l'activité. Et ça ne se passe pas très bien. On n'est pas dans une crise classique. On n'est pas dans le cadre on parlait de guerre. À la fin de la guerre, on fait une armistice et puis on déclare la fin de la guerre et ça repart. Et tout le monde va dans la rue, c'est la libération. Et on redémarre dans l'enthousiasme général. Il y a un avant et un après très très bien défini. Et généralement, les sorties de conflits ou de crises, c'est les 30 glorieuses, c'est la Renaissance, c'est les années folles. Enfin, il y a un mouvement d'enthousiasme parce qu'on est content de ne pas être mort, d'être sorti de la crise. Bon, on n'a pas ce phénomène d'ouverture parce qu'il y a une longue période d'incertitude. Par exemple, le niveau d'inquiétude est supérieur aujourd'hui qu'il ne l'était avant le déconfinement. Les gens attendaient le déconfinement comme comme le bonheur. Ils sont aperçus que non, c'est pas terminé, puis ils perdront peut-être leur emploi, puis ça va durer longtemps. Donc c'est assez fragile. Ce qui bloque principalement, c'est le problème de la confiance. Il faut savoir que l'économie fonctionne par la confiance, c'est-à-dire qu'une anticipation positive. Ça repart, tout le monde repart dans le même sens. S'il y a défiance, on attend, on économise l'argent parce qu'on ne sait pas si on va perdre son travail. Donc aujourd'hui, on a un énorme problème de confiance, notamment en France, qui a le plus faible niveau de confiance pratiquement du monde aujourd'hui entre les acteurs et qui continue à faire de l'épargne de sécurité plutôt que d'engager la suite. Alors comment régler ça? Chacun dans son domaine essaie de voir comment rétablir la confiance. Alors il y a un aspect sanitaire pur et simple, ce qu'on appelle l'approche clean and safe au niveau international. Par exemple, en Espagne, plus de 3000 entreprises ont défini un standard clean and safe qui fait que leur activité est totalement compatible avec la sécurité, comment dirais-je, au niveau de la santé, mais ça ne suffit pas. Les gens, ils ont besoin de reprendre confiance dans l'avenir, et quand on regarde ces critères de confiance, évidemment, il y a un peu le côté global, on leur a parlé tellement de morts et tout ça, mais il y a aussi dans l'activité au quotidien, reprendre confiance, aller en vacances, reprendre confiance à reconsommer des choses. Donc, là, c'est important. Il y a quelques acteurs qui jouent un rôle, qui essaient de relancer, de redonner confiance. Vous avez vu le discours de Macron avec Merkel hier en disant voilà, on y va, on met 500 milliards. La BEI qui annonce la fin de la crise en disant voilà, on a une vision maintenant, il faut y aller, la Commission européenne, mais aussi au niveau des entreprises, les grands maîtres d'œuvre jouent un rôle clé. C'est Airbus qui va dire au côté cadence, on remonte en cadence ou pas, il gère pour tout un tas de fournisseurs, mais c'est pareil pour d'autres grands, pour PSA, pour Renault, pour L'Oréal, etc. Donc il faut savoir que la reprise se fait s'il y a retour de la confiance. Et là, on a un peu d'inquiétude à cause c'est peut-être le principal problème, la difficulté de retrouver la confiance entre les acteurs. Et dernier point, qui est un point très particulier, mais qu'il faut bien avoir en tête, c'est ce qu'on appelle la captation du pouvoir d'achat pour faire des achats compensatoires. Alors c'est quoi? Normalement, quand on est en crise, on consomme moins, et alors le confinement était exceptionnel, les gens étaient enfermés chez eux, mais l'État assurait la continuité du revenu, ce qui fait qu'il y a eu accumulation alors je mets entre 65 et 100 milliards d'euros sur les comptes courants qu'on n'a pas pu dépenser. La différence, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est lié aux effets leviers. Hein, mais disons, c'était d'autant plus que les Français avaient déjà énormément fait de réserves sur leurs comptes courants, puisque fin 2019, on était à 604 milliards d'euros sur les comptes courants, c'est-à-dire 2 fois plus qu'il y a 10 ans, c'est-à-dire pratiquement 300 milliards d'euros qui n'avaient pas été dépensés. Alors pourquoi il y a cela? Il y avait eu tout un tas d'autres crises. Hein. La crise n'était pas finie, il y avait les gilets jaunes, il y avait les grèves, il y avait les incertitudes et tout. Donc les gens font de la précaution, ils mettent de l'argent de côté parce qu'ils vont peut-être perdre leur travail, parce qu'ils ne sont pas sûrs de l'avenir. Ils ont raison individuellement, je mets de l'argent de côté parce que je risque de perdre mon boulot, mais l'effet collectif est désastreux puisqu'il n'y a pas de reprise de l'activité.
Et donc, on est les seuls pays avec l'Italie qui a cette gigantesque réserve non dépensée. Alors, la demande compense, ce qu'on appelle demande compensatoire, ça compense la période où j'étais confiné. Je ne pouvais pas consommer, donc je le fais, puis je fais la fête, si vous voulez. Elle fait seulement que de démarrer, puisque dans la dernière étude internationale qu'a fait McKinsey, les Français annoncent qu'ils vont diminuer de 40% leur consommation dans les mois à venir par rapport à avant. C'est le seul pays où on a ce niveau-là. Donc ça commence à venir. Et pour les entreprises, c'est très important parce qu'il y a ce pouvoir d'achat qui existe, qu'il faut arriver à déclencher. Ça suppose de donner de l'intérêt aux gens pour qu'ils engagent ces achats compensatoires, ce qui nécessite d'identifier précisément les attentes actuelles. Alors c'est très difficile parce que les gens changent d'avis assez vite, ils affirment des choses, puis après ils font l'inverse, ils disent qu'ils consommeront plus jamais de luxe, et puis en fait, ils se précipitent sur les promotions de produits de luxe. Donc, ça demande de coopérer étroitement avec le marketing. Et donc, il y a des segments de consommation sur lesquels le pouvoir d'achat existe, y compris pour du premium. Ce qui va un peu contre ce que je disais sur la baisse des revenus. Je prends juste un exemple, ce qu'expliquait il y a quelques jours le patron du Club Med, qui explique bien ce qu'un achat compensatoire. Les gens étaient enfermés chez eux pendant 2 mois, donc la demande est considérable sur des vacances en zone naturelle, en grands espaces, à la montagne, etc. Et ils n'ont eu aucun problème pour remplir les villages du Club Med pour ce genre de choses. Et comme il y avait de l'argent de côté, on dit là, on va se payer des vraies vacances en pleine campagne, en plein aller sur des endroits qu'on rêvait de découvrir, on peut le faire. Donc c'est typique d'un premium sur du segment de compensatoire. Donc beaucoup d'entreprises essaient de capter ce pouvoir d'achat donc qui est thésaurisé. Il faut le faire avec des produits qui donnent envie aux gens de l'utiliser. Donc voilà, j'ai fait le tour. Je redonne juste un petit peu des points communs des innovations de sortie de crise. Réduction des coûts et des prix, je vous dis, indépendamment des segments premium que je viens d'expliquer. Il y a des segments premium, mais globalement, on a des produits qui sont plutôt low cost en sortie de crise et qui vont monter en gamme après progressivement. Dimension plus humaniste, à cause de la prise de conscience de l'universalité de la condition humaine, mais ça peut s'atténuer assez vite. Et il peut y avoir à l'inverse de fragmentation de la société qui a besoin de trouver qui était responsable et qui a tendance un peu à se taper dessus. Innovation plus inclusive, ça c'est sûr. Ça suit toujours les crises. On fait un saut normalement qualitatif dans l'inclusif. Vous avez vu, on a dit qu'il faut que le vaccin soit un bien commun de l'humanité. C'est la position de la Commission européenne suivie par tous les gens de l'OMS. C'est la position de la Chine. Comme on a eu le BCG, le vaccin Calmette-Guérin qui avait été conçu, il était disponible pour tout le monde et gratuitement. Restauration de la confiance, donc ça c'est fondamental. Et la confiance, c'est pas que ne pas attraper le virus, c'est aussi avoir confiance dans la société, avoir confiance dans ce que l'on fait. Donc là, les entreprises et les marques se battent pour être le symbole même de la confiance pour la reprise d'activité. Et il y a un avantage aux entreprises les plus anciennes, dans lesquelles on n'a plus confiance. La rapidité, puisque là, il faut sortir d'une situation de sous-activité qui est très dangereuse parce qu'elle multiplie le chômage, elle rend les situations difficiles, donc il faut des innovations rapides, avec des démarches de type problem solving rapides, menées avec les gens qui vont la mettre en œuvre, donc il n'y a pas de délai dans la mise en œuvre. Simplification, donc retour aux fondamentaux, on allège les produits, on les simplifie, on fait des plateformes standards extrêmement robustes et on resophistiquera après, comme on l'a fait dans le passé. Combinaison de technologies existantes, donc c'est un peu court sur des périodes comme ça de faire des recherches à long terme. Déjà, on a énormément de résultats de recherche. On a 14 millions de chercheurs dans le monde. Il y a beaucoup de technologies qu'on n'utilise pas. Généralement, les innovations de sortie de crise, elles se font par des transferts d'un secteur à un autre. C'est-à-dire qu'on va appliquer des technologies qui fonctionnent très bien dans un domaine, dans un autre, ce qui permet d'être efficace et plus rapide. Multi-initiative, aujourd'hui, les gens qui prennent l'initiative en innovation, c'est les gens qui sont les plus proches du terrain. Ils voient le problème, ils l'ont sous les yeux, ils voient que des gens ne peuvent pas consommer ou pas avoir l'activité qu'ils vendent, ils repèrent les problèmes et c'est eux qui les remontent. Donc ça vient surtout du terrain. C'est une révolution un peu des gens de terrain, des opérationnels, qui mènent le bal parce qu'ils sont très très proches des problèmes et des solutions. Coopération, tout le monde coopère avec tout le monde.
on va avoir plus de coopération. C'est typique exemple que les gens étaient très surpris que Fnac Darty rentre dans la distribution de voitures électriques quand même, en coopération avec PSA. On voit Seb qui rentre dans le vélo, par exemple, la propulsion électrique. On va avoir ce genre de choses parce qu'il faut répondre rapidement à des besoins. Et comme ça va sur des champs techniques où on n'était pas d'habitude, où les choses, on coopère. Et donc la coopération inter-entreprise fonctionne très très bien. Aujourd'hui, on a pas mal de coopération dans les tuyaux. Et reconfiguration rapide d'innovation. On fait des innovations qui ne dureront pas longtemps. Elles sont juste le temps où il y a les contraintes, parce qu'il faut un masque dans un restaurant. Dès qu'il n'y aura plus besoin, on l'enlèvera. Et donc, on doit reconfigurer assez rapidement l'innovation. Mais immédiatement, il faut rendre l'activité possible, et donc des innovations qui permettent de répondre aux problèmes immédiats. Et ensuite, on passera à la suivante, ce qui oblige des fonctionnements quand même assez rapides. Voilà, j'ai fait un peu rapide, ce n'est pas mon habitude de faire des choses aussi rapides, il faut approfondir les choses, mais ça permettait d'avoir une vision un petit peu globale. Voilà, je ferme mon PowerPoint et je reviens vers vous. Merci beaucoup, Monsieur Giget, pour cet éclairage très intéressant sur l'innovation, les axes d'innovation en sortie de crise. On va pouvoir passer aux questions de nos auditeurs, si vous le voulez bien. D'ailleurs, je vous invite à poser vos questions dans le chat qu'on va pouvoir poser à Monsieur Giget. On en a une première de Vanessa qui, alors au début de votre présentation, vous avez évoqué un rapport. Et elle demandait où est-ce qu'on pourrait accéder à ce rapport. Rappelez-moi quel rapport. Alors, je me rappelle plus de ce que parce qu'on travaille beaucoup de rapports de tous les sens possibles et imaginables. On en fournit plusieurs milliers pour dire aujourd'hui. L'État. Donc juste savoir laquelle j'ai évoqué. Je ne saurais pas. Si elle peut préciser le thème. Peut-être. On va y revenir. Ouais, on verra sa question écrite, puis je lui dirai. D'accord, merci. Alors, une question alors. Apparemment, c'est le rapport dont vous avez présenté le résumé au tout début de votre présentation. Ah oui, mais ça, en fait, c'est pas un rapport, mais la présentation intégrale de toutes les tendances qui influent l'innovation. Vous avez tout ça en accès totalement libre sur YouTube. Il y a 6 parties, ça fait 2 heures en tout, pour vous dire. Mais c'est assez suivi parce que c'était un travail mondial avec des entreprises de tous les pays. Ça s'appelle les nouvelles stratégies d'innovation 2020-2030, sorties juste avant le coronavirus. Et donc on a revisité les tendances. Donc elle peut trouver tout ça sur le web. C'est sur YouTube, c'est la chaîne Les Mardis d'innovation. Son accès gratuit, sans problème. Aussi bien sur la chaîne YouTube que sur la chaîne Vimeo. Donc voilà. Très bien. Merci. Et il y a un bouquin, si elle veut, mais on ne cherche pas à vendre un bouquin. De toute façon, il est téléchargeable. Qui reprend ça. Voilà. Je vous remercie. Si vous voulez. De rien, à votre service. Alors, une question. Suite à la crise actuelle, certains secteurs d'activité souhaitent recentraliser leur chaîne de valeur en prenant davantage en compte le risque auquel ils s'exposent en allant sous-traiter dans les pays à bas coût. Est-ce que dans ce contexte, vous pensez que l'innovation ne sera pas davantage valorisée avec une moins grosse tension sur les prix? Oui, mais là, si vous voulez, la grande difficulté qu'il y a en sortie de crise, c'est que le revenu moyen des gens va baisser. Va baisser parce qu'il y a une pression sur les salaires, y compris le télétravail entraîne une pression à la baisse sur les salaires, il faut savoir, parce qu'on dit il n'y a pas les mêmes coûts, et puis des gens moindre revenus. Or, généralement, le problème qu'on a en Europe, et en France en particulier, c'est qu'on a un coût supérieur de l'ordre de 18 à 25%, qui est lié à des charges, à des fonctionnements particuliers, à des séries insuffisantes et tout. C'est-à-dire que si les gens ont moins d'argent et qu'ils veulent acheter des produits qui valent nettement plus cher, il va se créer un conflit que l'on observe en direct. Les gens disent « je veux de la filière courte ». Ça pose pas de problème pour les carottes, pour tout un tas d'autres choses. La filière courte sur les iPhones, sur les télévisions de Samsung et sur les Airbus, elle est moins évidente. Vous comprenez? C'est-à-dire que, je dirais, il va y avoir un compromis entre des produits qui sont conçus ensemble. Je vous dis, on parle du made with, c'est-à-dire on s'oppose plus, on travaille ensemble, ce qui veut dire, mais c'est pas disparition de l'effet de série. Pour arriver à avoir, par exemple, un téléphone portable
rentable, il n'y en a plus que 5 dans le monde, il est évident qu'on ne va pas en fabriquer un juste pour Vesoul, hein, ou même que la France, ça n'est strictement pas possible. Et donc là, on a une réorganisation des chaînes de supply chain, plus respectueuse des droits de chacun, pas celle qui est purement bas prix. Et le patron de Seb l'évoquait il y a quelques jours, hein, en disant sur un produit le plus simple qui est en plastique, qui est vendu à des milliards de personnes en Afrique et tout, qu'un moulin à légumes, je ne peux pas être compétitif, hein, c'est impossible. Donc j'essaie qu'on fasse des produits relativement sophistiqués. L'Europe, c'est plutôt ce qu'on appelle produit pour la classe moyenne supérieure. Si elle veut être plus compétitive dans le monde, il va falloir qu'elle se regroupe. Et d'ailleurs, les sorties de crise entraînent des regroupements d'entreprises pour avoir un effet de série qui compense. Parce que si on n'a pas d'effet de série, nos prix seront trop chers. Et les gens qui ont perdu du pouvoir d'achat, vous pouvez être marqué Made in France partout où vous voulez, c'est leur pouvoir d'achat qui l'emporte assez fortement. Et ça entraîne d'ailleurs une attitude de l'État pour la relance, c'est distribuer du pouvoir d'achat, comme ça au grand public, 2/3 partent en importation. Parce que du jour au lendemain, on ne va pas avoir des ordinateurs. Ça, vous avez vu, c'est pas marqué tellement français, hein, sur tous les appareils électroniques et autres. Et donc, on a un risque. Et inversement, on exporte beaucoup. On exporte des produits de luxe, du cosmétique, des avions, des voitures et tout. Donc, il y a réorganisation. Elle va être voulue, gérée comme telle dans les secteurs stratégiques. Les entreprises s'y préparent. Dans le reste, ça nous renvoie sur nos problèmes de surcoût aussi, hein. C'est-à-dire qu'on a des impôts de production, on a des structures qui appellent la relocalisation plus forte, suppose avec le pouvoir d'achat qu'on a. Enfin, il faut aussi vendre des choses aux Indiens. Donc, c'est un sujet complexe. Il faut le regarder filière par filière. Merci, Monsieur Giget. Ouais. On a une deuxième question de Steve Lafitte euh, qui dit que son entreprise travaille avec les directions d'innovation des grands groupes Oui. et il a le sentiment que le champ d'innovation de ces directions d'innovation s'est un peu réduit avec des grosses coupes budgétaires et ils leur disent donc qu'ils ne savent pas trop où ils vont. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez? Alors, ben nous, le club, c'est le plus grand principal dans le monde, donc on connaît beaucoup d'entreprises. C'est non commercial, hein, on se regroupe pour travailler ensemble. Ils pèsent 2000 milliards de chiffre d'affaires, donc on est bien informés et on connaît bien nos amis japonais, allemands, etc. Dans un premier temps, il y a eu cet effet. Certains ont dit, bah, écoutez, là, il faut gérer l'urgence. Hein, donc, il y en a un qui dit, bon, le lab, on va peut-être le mettre en sommeil, hein, par exemple, des gens qui ont un lab. On verra après. Ça a duré 15 jours, 3 semaines. Parce que pour relancer l'activité, il y a besoin d'innovation partout. Hein, puisqu'il faut, pour le moins, changer le parcours, faire de l'espacement, traiter les choses, etc. Et donc, il y a eu un petit va-et-vient comme ça. Mais il y a des directions d'innovation qui étaient parties un petit peu dans les fantasmes à long terme, trop loin, trop un peu isolés. Un reproche qui leur était fait, parfois dur. Hein, j'ai eu des patrons qui disaient, vous savez, il y a les gens qui parlent d'innovation, puis il y a ceux qui la font. Jusqu'à présent, je n'ai pas remarqué que c'était les mêmes. Et il y avait un problème d'isolement de certaines, je dis bien, directions d'innovation, qui restaient très amont, coopéraient avec des startups, des écoles et tout. Ils sortaient des POC, hein, mais qui étaient très, très amont. C'est-à-dire qu'ils restaient tout à faire, quoi. C'était pas lié à l'outil de production. À partir du moment où on veut être très opérationnel, tester, valider, etc., il y en a qui se sont sentis en décalage. Et donc, alors ça a été recadré vite. Oh là, vous avez quelque chose qui vient sur l'écran, vous Non, non? vous inquiétez pas, on Bon, voit que votre bon, j'ai caméra, une donc c'est bon. éruption de voilà, voilà. Et donc il a été, et nous je le vois avec les sous-groupes des gens, puisqu'il y a à peu près 2/3 du SBF 120, ils ont dit il faut qu'on se recentre sur l'opérationnalité, innovation rapide, innovation au service des gens, on va au devant des BU, hein, des responsables, pour trouver des solutions, et ça se passe plutôt bien. Là, récemment, en formation, il y avait 50 directeurs inno, c'est la moitié du CAC 40 et d'autres. Ils ont dit non, notre poste n'est pas menacé, si vous voulez, mais on sait très bien qu'on n'a aucun monopole. Hein. L'innovation, c'est tout le monde. Hein. Et là, on a vu la montée, je vous dis, de propositions. Ça ne fait pas de mal, d'un autre côté, d'être rappelé à la réalité du quotidien. Hein, mais ils savent gérer des équipes multidimensionnelles, ils ont le contact avec d'autres entreprises, au cœur des entreprises par les directions INO, ils sont connectés à tous les centres de recherche, donc je pense qu'ils réagissent assez bien. Moi j'ai vu, disons, 5 à 10% de gens dont la dynamique de direction d'innovation était devenue ésotérique, et donc ils ont du mal à répondre. Hein. Pour les autres, ça se passe, je trouve, bien. Tous ceux qui ont contacté les BU,
fait remonter tous les problèmes concrets pour trouver des solutions, ben, ils sont rentrés dans le système, si vous voulez. Hein, mais en sachant que personne n'a le monopole de l'innovation, hein, et du progrès. Hein. Donc ça, c'est un petit rappel aux fondamentaux. Alors, on avait une nouvelle question de Nathalie D qui vous demandait qu'est-ce que vous pensez de l'avenir des aéroports en post-Covid? Est-ce que ce seront des moteurs en termes d'innovation? Les aéroports. Oui. Oui, ben, en fait, c'est le secteur le plus concerné en termes de difficultés, parce que c'est en fin de chaîne de plein de choses, hein, du tourisme, des affaires, des musées, de l'art, de la culture, etc. In fine, les gens atterrissent quelque part, si vous voulez. Alors, on a un référentiel, c'est que quand il y a eu les attentats du 11 septembre, on a arrêté complètement le transport aérien, hein, pendant une dizaine de jours. Il a été mis en place des procédures dont beaucoup pensaient qu'elles allaient considérablement réduire le transport aérien, parce que c'est être sûr qu'il n'y a pas de risque d'explosion, c'est très très difficile. C'est plus difficile que le Covid en fait, hein, dont on connaît, qui ne résistent pas à la haute température et tout. Donc aéroports, je dirais, je pense qu'ils seront assez vite prêts à accueillir à nouveau du trafic, mais du trafic qui ne sera pas là. C'est ça la problématique. C'est dans les lieux les plus complexes en innovation. C'est un peu comme un hôpital. C'est-à-dire pour innover vraiment, il faut qu'il y ait un accord entre tout le monde. Les compagnies, les marchands, la ville, l'aéroport, les taxis, le train, enfin tout ce qui va là. Comme dans un hôpital, c'est les médecins, les malades, la sécu, les producteurs de médicaments, d'appareils médicaux. Donc, c'est un des lieux qui avait le plus innové ces derniers temps, à cause de cette interférence internationale, si vous voulez. Donc ça ne va pas s'arrêter, ça va repartir, si vous voulez. C'est le lieu d'interface entre tous les pays, on ne le voit pas disparaître, mais les codes vont changer. Donc évidemment, c'est des lieux où il va y avoir des innovations majeures. C'est difficile de les cerner aujourd'hui, hein. Moi je ne suis pas Madame Soleil, hein. Nous on voit un peu les façons d'avancer. Ils travaillent énormément avec les compagnies en ce moment, les constructeurs d'avions, hein, pour avoir un parcours avion safe. Et les interfaces, hein, dans l'aéroport. Donc voilà, je pense que oui, si elle travaille sur les aéroports, il y a du boulot. Hein. On ne va pas s'ennuyer. Merci. Une autre question de Vanessa qui demande comment vous positionnez, comment positionnez-vous pardon, les Fab Labs dans ce futur de l'innovation et quelles relations peuvent-ils entretenir avec les grands groupes? Alors les Fab Labs, c'est un phénomène qui est un petit peu passé d'une certaine façon, mais ça avait explosé un peu dans tous les sens. Hein. Il faut reconnaître, beaucoup avec des petits budgets. Ça avait été développé aux États-Unis, sur la côte Est en fait. Et après, il y en a plus en Europe que partout dans le monde. Hein. C'est un phénomène qui est devenu européen. Il n'y a pratiquement pas en Californie, pour donner une idée. Hein, c'est venu autour des MIT. Aussi pour les quartiers difficiles, à Detroit et tout, les gens du quartier, les jeunes viennent programmer, etc. Aujourd'hui, les Fab Labs qui marchent le mieux, c'est ceux qui sont à l'intérieur d'une entreprise. Parce que on dit qu'il faut recueillir les idées des gens, mais les gens qui travaillent la maintenance, les productions, leurs idées, il faut les concrétiser. Donc la façon de faire part de ces idées, c'est de réaliser. Hein, on apprend en faisant. C'est pas une ligne de texte. C'est quelque chose qui serait comme ça, donc il faut pouvoir bouger les choses. Et ça marche plutôt bien. On a fait une séance avec les gens du Club de Paris sur où en étaient les Fab Labs. Hein. Donc, par contre, les Fab Labs qui sont dans une ville, dans une banlieue, pour animer à la fois le quartier, faire un peu tout, il n'y en a pratiquement pas qui ont trouvé leur équilibre économique. Donc là, c'est plus délicat. Et ils avaient souvent des budgets qui étaient de l'ordre de 200 000 euros, hein, guère plus. Donc, ceux qui étaient marchands, c'est-à-dire on met en place des Fab Labs destinés à qui veut venir, qui paie pour l'utilisation. Il faudrait voir avec usine. Bravo, c'était un des cas français. En revanche, il y a des labs dont je pense qu'ils vont revenir sur le devant, c'est ce qu'on appelle les Living Labs, qui sont des labs sur le lieu de vie, qui ont été créés en Finlande. Donc quand la Finlande a été présidente de la Commission européenne, elle a proposé les Fab Labs en disant chez nous ça marche bien. C'est-à-dire qu'en fait le Fab Lab, on parlait d'aéroport, l'aéroport d'Helsinki était un Fab Lab, une maison de retraite, une bibliothèque, un service pédiatrie, une bibliothèque, enfin le lieu de vie, et tous les gens fournisseurs viennent là pour tester des choses nouvelles.
pour essayer de, un peu comme on disait à une époque, c'est une ferme pilote, c'est un magasin pilote, si vous voulez. Or ça, moi je trouve que c'est très efficace. C'est un peu tombé en désuétude parce que quand la Finlande a quitté, enfin n'avait plus la présidence de la Commission européenne, il n'y a pas eu de budget, donc ça a continué sa petite vie comme ci, comme ça. Mais les entreprises, les organisations qui les ont maintenues, ça fonctionne plutôt bien. Moi, je crois au Living Lab plutôt. C'est un Fab Lab, mais sur le lieu de vie. D'accord. Ouais. On a une dernière question de Anne-Laure Armand qui vous demande si l'impact post-Covid va déclencher des démarches d'innovation décorrélées d'une démarche purement héroïste, autrement dit une démarche plus vertueuse. Il y a toujours eu quand même. C'est-à-dire, il faut savoir, aujourd'hui, le secteur le plus dynamique en termes d'innovation, de loin, c'est pas les startups, c'est l'économie sociale et solidaire. Et après, c'est plutôt grands groupes, ETI, PME. Le modèle startup a besoin de se recadrer parce qu'il est devenu un peu banal, les standards, enfin tout le monde faisant la même chose, des applis. Et donc dans l'économie sociale et solidaire, ça bouge de façon considérable. Si on reporte il y a un siècle, c'était les associations loi 1901, les ONG qui ont fait les fédérations, les coopératives. Donc tout ce mouvement qui est plutôt économie sociale et solidaire, qui n'a pas comme objectif un profit distribué. Mais là, ça bouge, mais grave, quoi. Et on voit d'ailleurs, moi je le vois par rapport à des étudiants, on a des étudiants en école d'ingénieurs, en école. La dernière promotion des grandes écoles, on appelle la Confédération des grandes écoles, ils demandent tous les 6 mois les élèves qui partent vers quoi ils veulent aller travailler. Et on est passé par un pic, 52% des élèves de grandes écoles disaient qu'ils voulaient aller travailler dans l'économie sociale et solidaire. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont fait, tous. Ils avaient aussi des revendications salariales pas toujours compatibles avec l'économie sociale et solidaire. Mais enfin, quand même, on n'avait jamais vu ça. C'était d'avoir une utilité. Et en ce moment là, moi je suis dans des formations avec des universités, avec des écoles, on voit quelques élèves qui quittent des masters en disant non, là je veux faire vraiment un boulot utile, être cadre après, ça me dit rien, enfin ce que je vois me plaît pas trop. Et donc, ils s'engagent dans de la production locale, dans des activités pour les décrocheurs. Enfin, donc, en ce moment, on a un mouvement qui est assez économie sociale et solidaire. Seulement, le problème que ça pose, c'est l'équilibre économique de ces activités. Parce que si c'est des activités subventionnées, j'attends des subventions pour faire quelque chose, ça ne fait pas avancer le renouveau de l'industrie, parce que c'est des gens dépendants. Et donc, il faut arriver à un équilibre. Donc, on les pousse plutôt vers le modèle coopératif. La coopérative marche très bien, mais elle se doit d'être équilibrée. On le voit typiquement avec Emmaüs. Emmaüs n'a jamais reçu de subvention. Et là, pour la première fois, il demande à être aidé. Parce qu'il a son modèle économique patine du fait que les gens ayant peu de moyens, ils vendent tous leurs choses anciennes, les meubles, les machins, directement sur le Bon Coin ou ailleurs. Ils leur donnent plus. Donc, ils n'ont plus les dons qu'il y avait. Mais l'abbé Pierre s'était fait une obligation de jamais perdre d'argent et de payer les gens qui travaillaient pour lui, de ne pas être dépendant du reste de la société. Parce que c'est bien de vouloir créer une assoce à la place d'une entreprise, si vous voulez. Encore faut-il qu'elle soit équilibrée. Et le seul bénévolat ne suffit pas. Quand vous êtes chômeur, vous ne pouvez pas être bénévole. Il faut bien que vous ayez un revenu, si vous voulez. Comme on dit, le bénévolat, c'est un engagement de riche, d'une certaine façon. Si vous dites à des gens qui crèvent la dalle, tu pourrais être bénévole, ça serait pas mal. Ils aimeraient bien vivre de ce qu'ils font. Donc, le problématique qu'il y a, c'est de trouver l'équilibre économique. Et aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, on a commencé à la mesurer. J'ai vu le ministère, c'est 2 millions de personnes en France. Et ça croît c'est le secteur qui croît le plus vite. Donc, la partie la plus saine, c'est les coopératives. Après, quelquefois, il y a des assos qui sont montés un peu n'importe comment, si vous voulez, dont on sait bien qu'ils s'en sortiront pas. Mais je dirais, le non-profit est une activité qui est très porteuse, surtout en sortie de crise. Et généralement, elle va rester. Il reste les structures qui sont mises en place pendant les crises, comme on avait eu l'Armée du Salut, comme on avait eu tout un tas d'organisations au service des gens. Donc, c'est une bonne option. Ce qu'on attend, c'est surtout ceux qui ont fait de l'économie, du management, qui équilibrent cela. Parce que sinon, les villes sont submergées de demandes de subventions. Donc, si c'est recevoir de l'argent de la ville pour leur distribuer,
ça apporte, vous voyez, c'est pas parce qu'il n'y a pas profit qu'il ne doit pas y avoir équilibre économique et vie correcte des gens qui sont concernés, vous voyez. C'est ça le vrai. Ça demanderait même des formations dédiées à l'économie sociale et solidaire pour que ce soit bien géré. C'est pas les vocations qui manquent. Mhm. Parfois, c'est le professionnalisme. Merci, Monsieur Giget, pour toutes ces Donc, j'encourage réponses d'aller très vers claires. ça. Bien, merci beaucoup, Monsieur Giget. On va pouvoir conclure ici. Est-ce que, avant de terminer, vous avez un petit mot à ajouter? Mais, oui, juste pour ceux qui s'intéressent à l'innovation et au progrès humain, si vous voulez. Euh, Certains disent, bon, maintenant il faut régler les problèmes à court terme, il faut relancer, il y a des priorités, on verra plus tard pour de l'innovation et des choses comme ça. Il ne faut pas tomber dans cette dérive-là, parce que c'est maintenant qu'il faut délivrer. Si les gens s'intéressent à trouver des solutions nouvelles, hein, c'est ça l'innovation, c'est des solutions nouvelles, ce pas les problèmes qui manquent, il faut s'y impliquer maintenant avec des objectifs d'être concrets, pratiques, au service des gens, plus proche du terrain, plus proche de la réalité, ce qui détache un peu de concepts qui étaient devenus vaporeux, si vous voulez, hein, par rapport à l'INO, mais il y a un besoin absolu. L'histoire, je pas mal travaillé les crises et l'innovation, on en sort par des solutions nouvelles. Donc, si à un moment il faut délivrer, c'est maintenant. On ne va pas dire je verrai plus tard dans le monde d'après, parce que sinon on n'ira pas au monde d'après. Hein. On ira, là, la crise sanitaire ne repart pas. Je voyais les articles, le coronavirus ne repart pas. Le problème, c'est que l'économie non plus. Et donc là, il y a beaucoup de blocages à lever. Donc il faut aller sur le terrain. Faut vraiment apporter ça. C'est intéressant parce que c'est en ce moment que ça délivre. Donc voilà, bon courage. Et puis je vous encourage à aller dans ce sens-là. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Giget, pour le temps que vous nous avez accordé au talk Be My Desk. Merci à tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver tous nos talks en replay sur notre chaîne YouTube. Et on vous dit à bientôt pour un nouveau talk Be My Desk. Merci beaucoup, Monsieur Giget. Oui, merci beaucoup. Hein. Au revoir. Au revoir.